En 2010, sort Daredevil. Alors que la guerre Kree-Skrull déchire la Terre, à New York, dans le quartier de Hell's Kitchen, un homme costumé s'acharne à sortir une famille piégée sous les décombres d'un immeuble. Grâce à son ouïe, il parvient à les guider jusqu'à lui, alors qu'il dégage des gravats pour les faire sortir. Il est touché par des tirs Kree. Il se rend chez Karen Page, qui vient d'assister au sacrifice de Wonder Man. Elle panique à la vue du héros, et l'homme retire son masque, en la suppliant de l'aider. Elle reconnaît alors Matt Murdock. Elle l'allonge sur le canapé et le soigne, lui demandant ce qu'il fait dans cette tenue. Il lui révèle que c'est lui le justicier masqué nommé Daredevil par les médias. Matt étant aveugle, elle ne comprend pas comment une chose pareille est possible. Matt lui donne alors des réponses. Lorsqu'il était enfant, il sauva la vie d'un homme qui allait être renversé par un camion. Malheureusement, ce camion transportait des déchets radioactifs, dont Matt fut aspergé dans l'incident. Les produits le privèrent de la vue, mais surdéveloppèrent ses autres sens, lui permettant de se repérer grâce aux sons et aux vibrations. À cette époque, il vivait avec son père, un boxeur en fin de carrière, qui fut assassiné après un match pour avoir refusé de se coucher. Les responsables réussirent à déjouer la justice, et c'est à ce moment qu'il a pris la décision de devenir avocat. Il fut recueilli par un vieil aveugle du nom de Stick, qui l'a entraîné à maîtriser ses capacités. Mais à l'université, sa petite amie Elektra fut kidnappée avec son père. Il alla la sauver en dissimulant son identité, mais le père d'Elektra périt dans l'attaque. Celle-ci disparut sans laisser de traces. Et lorsqu'il a ouvert son cabinet avec son associé Foggy rencontré à l'université, il a décidé de devenir ce justicier masqué, afin d'intervenir lorsque la justice n'est pas suffisante. Karen, bouleversée par tout ce qu'elle vient d'entendre, comprend toutes les absences de Matt et les rendez-vous manqués. Elle l'embrasse alors sans hésiter une seconde. Au tribunal, Matt Murdock et Franklin Nelson découvrent le verdict sur l'affaire Carl Lucas, un homme accusé de trafic de drogue qui clame son innocence depuis toujours. Lucas est déclaré coupable. Embarqué par les agents, Carl remercie ses avocats en leur expliquant qu'ils n'y sont pour rien. Il a été piégé. Le soir venu, Matt rentre chez lui. Il est écœuré par le verdict de Lucas, dont il est persuadé de l'innocence. Il se repasse le dossier en détail. Karen, à ses côtés, remarque alors que le lieutenant Brian DeWolf, qui a trouvé la drogue chez Lucas, n'est autre que le même policier qui a arrêté la cliente de la dernière affaire qu'ils ont perdue, Mary Walker, une mercenaire atteinte d'un trouble dissociatif de l'identité qui a été inculpée pour le meurtre de son père. Avec le sombre passé de Mary, les jurés ont mis peu de temps à se décider sur sa culpabilité, malgré qu'elle ait toujours nié les faits, jurant s'être réveillée à côté du corps, sans savoir comment elle y était arrivée. Le lendemain, alors que Foggy travaille sur le cas de Danny Rand, Matt décide d'aller la voir en prison. Une fois en face d'elle, il parle de son père, afin de provoquer son autre identité à se manifester. Sentant un changement dans sa façon de respirer, Matt sait qu'il n'a plus la même personne en face de lui. Il interroge alors celle qui se nomme Typhoid Mary. Celle-ci comprend rapidement à ses questions qu'il soupçonne son ancien employeur d'avoir monté un coup contre elle afin de se débarrasser d'un élément qui devenait problématique. La simple Mary Walker, qui reprenait parfois le dessus à des moments inopportuns. Typhoid s'en veut de ne pas y avoir pensé, elle avait fini par croire qu'elle avait vraiment tué son père, ce qu'il méritait bien pour l'avoir maltraité depuis sa plus tendre enfance. Elle donne alors le nom de son employeur, Wilson Fisk. Matt est surpris à l'entente de ce nom, il s'agit d'un homme d'affaires, ayant notamment racheté Hammer Industries après la chute de Justin Hammer. Décidé à avoir des réponses, Daredevil se rend chez le lieutenant Brian DeWolf et le malmène, afin de savoir s'il travaille avec Fisk. Brian est paniqué à l'entente de ce nom, surpris que Daredevil le connaisse. Après lui avoir brisé un doigt, Matt apprend que Brian a reçu un pot de vin pour placer de la drogue chez Lucas, après que celui-ci ait refusé de faire travailler son gang pour le caïd. De même, c'est lui qui a tué le père de Walker et l'a piégé, car le caïd voulait s'en débarrasser, la santé mentale de celle-ci devenant un réel danger pour ses affaires. Il l'informe que Fisk a des flics, des juges et même des avocats dans sa poche, absolument partout. Daredevil, satisfait de ses réponses, le laisse et s'en va. Brian s'empresse d'appeler Fisk et est alors convoqué à une entrevue. Arrivant face à lui, Brian lui explique tout ce que Daredevil sait. Fisk est déçu que celui-ci ait parlé, il l'attrape sous les yeux terrifiés de ses hommes et lui brise la nuque. Il ordonne qu'on se débarrasse de Lucas et Walker, car il risque de poser problème à l'avenir. Quelques heures plus tard, alors que des gardiennes viennent pour la pendre dans sa cellule, Typhoid Mary parvient à s'échapper et décide d'aller se venger de Fisk. Carl Lucas, quant à lui, est conduit par les gardiens en dehors de la prison. Ceux-ci veulent profiter de la situation pour se faire un peu d'argent en se débarrassant de Lucas, dans un labo clandestin en recherchant des cobayes. Lorsque Matt apprend pour l'évasion de Mary, il se doute qu'elle va essayer de s'en prendre au caïd. S'étant toujours refusé à tuer, il ne peut se résoudre à rester sans rien faire. Typhoid Mary, après avoir exécuté une dizaine d'hommes de main, se retrouve face à Fisk. Wilson est ravi de revoir sa tueuse la plus compétente. Il improvise un discours plein de mensonges sur le fait que tout était fait pour la faire revenir vers lui. Typhoid hésite et est tiraillé entre Mary et son ressentiment vis-à-vis de Fisk. Mais elle sort son pistolet et le pointe sur la tête du caïd. C'est alors que Daredevil la désarme en la percutant. Mary est projetée à travers la pièce
et traverse une baie vitrée. Elle s'écrase alors au sol, avant que Matt n'ait eu le temps de la rattraper. Avec un cri de désespoir, il se rend auprès d'elle. Il s'en veut de cet incident. Alors qu'il s'adresse à Marie, Typhoïde prend le contrôle et l'embrasse frénétiquement. Matt la repousse et Typhoïde le frappe alors. Il sent un changement dans les battements de son cœur et comprend qu'une nouvelle personnalité vient d'apparaître. Celle-ci lui répond qu'il peut désormais l'appeler Bloody Mary. Les deux se lancent dans un violent combat, et Daredevil découvre à ses dépens que cette nouvelle personnalité semble dotée de pouvoirs, télékinésiques et pyrokinésiques. Le Caïd observe la scène, ravi que ses deux adversaires s'entretuent. Daredevil finit par la stopper grâce à sa super ouïe, anticipant un de ses coups. Il va ensuite faire face à Wilson Fisk. Aucun des deux hommes ne semble impressionné par l'autre, Fisk le remercie de l'avoir sauvé de cette folle, et Daredevil lui fait savoir qu'il sait qui il est, et qu'il fera tout pour le faire tomber. Et qu'il ne s'abaissera pas à son niveau en le tuant, ou en laissant quelqu'un le tuer. Fisk lui souhaite bonne chance, et lui tourne le dos. Au laboratoire clandestin, Lucas est plongé dans un produit expérimental, sous les yeux des gardiens, restés pour assister à la scène. Ils sont appelés pour savoir si Lucas est mort. Le leader des gardiens décide donc d'accélérer le processus, et détruit l'appareil de contrôle qui s'emballe alors au grand désespoir de Carl et du scientifique. Alors que le système tout entier est en train de défaillir, les gardiens s'enfuient, et le docteur essaye de réguler la machine, mais malheureusement, celle-ci explose. Bloody Mary est en observation. Les médecins constatent qu'elle est atteinte d'une mutation génétique qui n'affecte que sa nouvelle personnalité. Un cas absolument unique chez les mutants. En plein Manhattan, le capitaine Jill DeWolf arrive sur les lieux d'un crime. Elle découvre le corps de son frère et s'effondre de chagrin. Matt apprend de Foggy que Carl Lucas a disparu de prison hier soir. Cela ne fait qu'achever la détermination de Matt pour arrêter le caïd. Dans les décombres de l'entrepôt où a eu lieu l'expérience, Carl Lucas est toujours en vie. Il ne comprend pas comment une chose pareille est possible. Wilson Fisk est en plein repas de famille avec son fils Richard, sa femme Vanessa et sa fille Maya. Il félicite sa femme pour ce délicieux repas. Celle-ci lui demande comment vont les affaires et il lui répond qu'il a enfin trouvé un adversaire à sa hauteur. Richard lui demande s'il faut faire disparaître Marie et Fisk hésite. Il préfère la laisser en vie pour l'instant, afin de voir si elle reste la terrible Bloody Mary qui a fait face aux démons de Hell's Kitchen, car elle pourrait s'avérer très utile. La petite Maya s'exprime alors en langage des signes, afin de savoir qui est le démon de Hell's Kitchen, celle-ci parvenant à lire sur les lèvres de Wilson pour compenser sa surdité. Wilson la fixe pendant un court instant, avant de répondre qu'il est l'homme qui a tué son père, quand elle était encore toute petite. Maya semble remplie de colère, elle prononce alors difficilement quelques mots, exprimant son désir de tuer elle-même Daredevil. Quelques mois plus tard, sort Iron Man contre-attaque. Tony, après avoir laissé ses consignes à sa secrétaire, s'apprête à partir pour le Japon. Mais avant, Pepper et Happy souhaitent lui parler. Étant en couple depuis l'incident ayant laissé Happy dans le coma, ils ont décidé de passer à l'étape supérieure, en se mariant et en quittant prochainement Stark International afin de trouver un mode de vie plus calme, propice à élever des enfants. Tony est surpris de cette annonce et les félicite néanmoins, avant de rejoindre Roddy qui pilote son jet privé. Ayant toujours pu compter sur Pepper pour diriger ses affaires, il réalise qu'il pensait toujours l'avoir auprès de lui dans sa vie. Après une dizaine d'heures de vol, Tony arrive à Kyoto, où il est reçu par Rumiko Fujikawa, la petite fille du fondateur de Fujikawa International, une entreprise à la pointe de la technologie avec laquelle Stark International va ouvrir une entreprise commune, la Stark Fujikawa, afin de mettre en commun les plus grands cerveaux américains et japonais dans le but de révolutionner l'armement. Après avoir visité les locaux de leur nouvelle entreprise commune, Tony invite Rumiko à dîner, mais celle-ci refuse, le laissant rentrer seul. Tony retrouve alors Roddy au bar de son hôtel, il lui demande s'il est au courant pour Pepper et Happy, et James approuve leur décision. Tony est nostalgique. D'abord le départ de Bethany, Jarvis qui travaille chez les Vengeurs, puis eux. Il demande à son meilleur ami quand est-ce qu'il compte le lâcher, mais Roddy lui assure de ne pas avoir prévu de le laisser tomber. Le lendemain, à la conférence de presse, Tony annonce les spécificités de cette collaboration. Dans le chaos, Tony attrape son attaché case et enfile l'armure d'Iron Man pour aller aider les blessés. C'est alors qu'il perd le contrôle de son armure, celle-ci tirant dans la foule. Tony la retire alors pour éviter de faire davantage de dégâts. Il est filmé par quelques caméras, étant toujours en état de marche. Les autorités arrivent alors sur place et les témoins rapportent que Iron Man les a attaqués après l'explosion. Et les images prouvent que c'était Tony Stark à l'intérieur de l'armure. Son armure est confisquée et Tony est interrogé par les services secrets japonais. Aucune trace d'explosif n'ayant été trouvée, il soupçonne Iron Man d'avoir lui-même provoqué l'explosion. Alors qu'il passe la nuit dans un endroit sécurisé, Roddy vient le faire s'échapper. Il lui explique que les infos ne sont pas bonnes. Les médias du monde entier s'emparent de la véritable identité d'Iron Man et Stark International est en train de s'effondrer en bourse. Il a réussi à dissimuler le jet privé sur une piste non loin de là
afin de pouvoir fuir le pays. De justesse, les deux amis parviennent à quitter le Japon, échappant de peu aux forces aériennes. Tony, éprouvé par les derniers événements, s'écroule de sommeil dans l'avion. À son réveil, il se retrouve face à Henry Gyrich pour un débriefing. Tony soupçonne un piratage de son armure, même s'il n'a pas pu y avoir accès. La priorité de Gyrich est donc de récupérer l'armure d'Iron Man des mains des Japonais. Mais les choses s'aggravent lorsque le Japon ordonne aux États-Unis de leur livrer Tony Stark. De nombreux Américains se proclament alors pour et contre cette reddition. Tony, quant à lui, est au bord du gouffre, ne comprenant pas comment une chose pareille a pu arriver. Noyant son désespoir dans l'alcool, il se rend au manoir des Vengeurs pour demander l'aide de ses coéquipiers. Mais Steve n'est pas ravi de le voir arriver ivre. Le ton monte entre Tony, Steve et Clint, et Jarvis vient s'interposer pour éviter à Tony d'en venir aux mains. Et Stark le bouscule. Le vieux majordome s'écroule alors de tout son poids au sol. Tony réalise son action, et Jarvis se relève péniblement. Il lui rappelle que c'est lui qui a été là lorsque ses parents sont morts, et que pour la première fois, il est content que ceux-ci aient disparu, car ils auraient été honteux de voir leur fils se comporter ainsi. Steve conseille alors à Tony de partir, et celui-ci s'exécute, attrapant au passage une bouteille de whisky dans le bar. Dans les bureaux déserts de Stark International, Tony boit plus que de raison, les chaînes d'information relatant sans cesse les actes dont il est accusé par les Japonais. Il coupe celle-ci et observe une photographie de sa mère. Il se remémore les paroles de Jarvis et a honte de son comportement. Il aperçoit alors Pepper, qui vient s'asseoir auprès de lui. Elle lui prend la bouteille des mains et tente de le réconforter. Tony lui répète alors les mots de Jarvis, ses parents auraient eu honte de lui. Tony lui montre alors la photo de sa mère, Maria. Il explique qu'il a donné son nom à la fondation pour financer les Vengeurs. Et après de longues minutes de discussion, Pepper parvient à le convaincre. Tony va tout faire pour essayer de prouver son innocence et le responsable derrière l'explosion de la Stark Fujikawa. Avant que Pepper ne parte, il lui demande si elle avait déjà imaginé sortir avec lui. Pepper lui fait savoir qu'elle l'a attendu longtemps, pendant qu'il courait après toutes les filles qu'il voyait, sauf celle sous son nez, sa stupide assistante. Elle a fini par croire qu'elle n'était pas assez bien pour lui. Il lui répond que c'est tout le contraire, elle est beaucoup trop bien pour lui. Pepper l'embrasse, puis s'en va. Tony se rend alors au Japon, où il parvient à mettre la main sur son armure. Celle-ci n'est en réalité pas piratée, mais autonome. Iron Man est devenu une identité à part entière. Mais Tony ne comprend pas comment une telle chose a pu arriver. Voulant la déconnecter car elle est un réel danger, il se lance dans un violent combat face à elle. Iron Man ne laisse aucune chance à Tony Stark, malgré son attachement à son créateur. C'est alors qu'arrivent Rhodey et Pepper, accompagnés de Jarvis et des parents de Tony. Et c'est à ce moment que Tony réalise qu'il est encore dans son bureau, totalement ivre, à moitié endormi dans son vomi. Il voit un homme diriger vers lui son poing, et perd connaissance. Il se réveille et trouve face à lui un homme, se présentant comme le mandarin. Tony se lève pour l'attaquer, mais le mandarin le neutralise, à l'aide d'anneaux à ses doigts. Il se réjouit de l'existence de ceux-ci, qu'il a fabriqués à partir de technologies trouvées dans l'épave d'un vaisseau lors de la guerre Kree-Skrull. Il explique que tout ce pouvoir lui a fait réaliser qu'il était destiné à de grandes choses, à commencer par redonner à la Chine sa grandeur d'antan. Il a alors imaginé un plan pour pousser les États-Unis à attaquer le Japon, tout en piégeant au passage l'un des plus grands salopards américains, Tony Stark. Il avoue néanmoins sa surprise lorsqu'il fit la découverte de la véritable identité d'Iron Man. Tony le questionne sur la raison de sa haine envers le Japon, et le mandarin se remémore les récits glaçants de sa mère, qui, petite fille, avait assisté au massacre de Nankin, où elle avait vu des Japonais commettre les actes les plus barbares contre son peuple. Tony essaye de le persuader que le Japon a largement payé, en subissant 2 frappes nucléaires, mais le mandarin est obstiné, totalement sourd aux arguments de Tony. Tony entend alors sur son épaule un chuchotement. Il remarque alors Ant-Man, tenant son attaché-caisse sur son épaule, lui suggérant de se préparer. Tony est surpris, et c'est alors que Rhodey débarque par le plafond, tentant de neutraliser le mandarin. Scott retrouve sa taille normale, libère Tony et lui donne son armure. Le mandarin combat violemment Rhodey, et Iron Man vient à sa rescousse. Les deux amis combattent le mandarin avec difficulté, pendant que Scott désactive le piratage des autres armures de Tony. Iron Man parvient à arracher ses anneaux au mandarin, lui brisant les doigts au passage. Tony sort de la pièce, et découvre qu'il se trouve sur un bateau entre la Chine et le Japon. Lui et Rhodey vont livrer le mandarin aux autorités japonaises. Sur le chemin, Rhodey lui donne des explications sur les dernières 48 heures. Alors qu'il était retourné au Japon avec Scott Lang afin de trouver une trace de piratage dans l'armure d'Iron Man, il a appris de Pepper que Tony avait disparu. Il a réussi à le repérer grâce à l'implant que Tony s'est lui-même posé après son retour d'Irak, afin de s'assurer qu'il puisse être retrouvé rapidement en cas d'enlèvement. Tony lui demande où il a dégoté le Ant-Man, et Rhodes lui répond que c'est un des employés de Stark International, qui avait été engagé à la demande de Hank et Janet après sa sortie de prison. Et étant donné ses compétences et son passé,
il semblait parfait pour ce job. De retour aux États-Unis, Tony apprend qu'il va devoir renoncer à porter l'armure d'Iron Man, car celle-ci est en train de créer des lésions irréversibles dans son cerveau. Puis, chez Stark International, il reçoit la visite de Pepper et Happy, qui donnent leur démission. Et alors que Happy va chercher la voiture, Tony, seul avec Pepper, lui demande si elle lui a rendu visite, le soir où il a disparu. Et celle-ci ignore de quoi il parle. Tony lui demande donc si elle les a déjà imaginés ensemble. Pepper le dévisage, s'approche de lui puis l'embrasse sur la joue, et finit par lui répondre que ça ne lui a jamais traversé l'esprit. Elle s'en va, et Tony la regarde quitter son bureau pour la dernière fois, et hésite à se servir un verre. En 2011 sort Héros à louer. Carl Lucas, en cavale depuis l'expérience qu'il a subie il y a un an, se fait désormais appeler Luke Cage. Il enchaîne les jobs minables et les squats. Mais un soir, il voit une infirmière se faire agresser. Luke intervient alors et les fracasse un à un sans difficulté. L'un d'entre eux sort une arme et tire plusieurs coups de feu sur lui, qui ne bouge pas d'un pouce à l'impact des balles. L'infirmière du nom de Claire est choquée de ce qu'elle vient de voir. Luke la raccompagne chez elle, esquivant soigneusement les questions sur son extraordinaire résistance. Une fois chez elle, elle l'invite à prendre un verre. Et à l'intérieur de la maison, Luke remarque une photographie de Claire, et d'un homme qui lui semble proche. Il reconnaît alors le scientifique l'ayant transformé. Luke veut des réponses, et Claire lui explique que c'était le docteur Bernstein, un bon ami de sa famille, un très grand savant, qui voulait révolutionner le monde de la santé, mais qui est mort il y a un an dans un labo clandestin. Luke, ne sachant pas s'il peut faire confiance à Claire, décide de partir. Et c'est alors qu'il croise devant la porte le mari de Claire, Bill. Il se jette sur Luke, et les deux hommes se battent en pleine rue. Et c'est alors qu'une patrouille de police les arrête. Pendant ce temps, Danny Rand est en train de dîner avec Colin Wing et son père Lee, ainsi que Franklin Nelson. Le petit groupe fête la victoire de Danny au tribunal après des années de procès. Il va enfin récupérer la compagnie de son père, la Rand et Mitchum Corporation. Il remercie Foggy et Colin et son père de l'avoir accueilli dans leur vie alors qu'ils n'avaient rien. Il leur promet de leur être à tous redevables à vie. Le lendemain matin en cellule, Bill s'excuse auprès de Luke. Celui-ci traversant une mauvaise passe avec sa femme, il a pensé qu'elle le trompait. Luke le comprend en lui disant qu'il aurait fait pareil. Bill est rapidement libéré après que les officiers aient découvert qu'il s'agissait du vengeur Goliath. Luke, en revanche, a des problèmes. Il est interrogé par la lieutenant Knight, qui l'informe que Luke Cage n'existe pas. Luke se dit que c'est peut-être sa chance de reprendre une vie normale, en racontant tout ce qui lui est arrivé. Pour la première fois de sa vie, il fait confiance à une flic. Il lui raconte toute son histoire, du coup monté à l'expérience clandestine. Mercedes a du mal à le croire, et Luke lui demande de faire des recherches sur le docteur Bernstein, mort il y a un an. Visitant les locaux de Rand et Mitchum Corporation, Danny apprend qu'il a un visiteur. Il se rend dans son nouveau bureau, où l'attend un homme qui se présente comme étant Silvio Manfredi. Il explique avoir eu certains arrangements avec le prédécesseur de Danny, Harold Mitchum, notamment son accès total aux recherches de l'entreprise dans le domaine médical. Danny lui demande en échange de quoi il devrait lui donner accès à cela, et Manfredi lui fait comprendre que s'il pose des problèmes, il y aura des représailles. Danny reste ferme et l'informe que les choses vont changer avec la nouvelle direction. Manfredi le dévisage et quitte le bureau, d'un pas déterminé. Misty, après avoir fait des recherches, explique à Luke que Bernstein était en relation avec l'un des parrains de la magia, Silvio Manfredi, alias Silvermane. Elle a d'ailleurs travaillé sur le meurtre du PDG de l'entreprise où travaillait Bernstein. Elle n'a en revanche aucune idée de qui a pu piéger Luke. Misty lui promet de faire de son mieux pour l'aider à l'innocenter. C'est alors qu'un officier informe Knight qu'ils ont un enlèvement. Danny, en train de faire des démarches avec Foggy pour créer une fondation pour les orphelins, reçoit un coup de téléphone de Lee Wing, paniqué, qui l'informe que sa fille a été enlevée. Il lui demande de le rejoindre. Danny arrive alors au poste de police et rencontre Misty, qui est chargée de retrouver Colin. Rand reçoit alors un appel sur son portable. C'est Manfredi, qui lui demande s'il est prêt à coopérer pour récupérer son ami. Danny accepte de lui donner les codes d'accès au labo de l'entreprise et peut échanger quelques mots avec Colin. Danny demande où elle se trouve et Silvermane lui donne une adresse dans le Bronx. Danny veut s'y rendre, mais Misty refuse, indiquant que c'est sûrement un piège et que c'est à elle d'y aller. Souhaitant au moins l'accompagner, Danny est mis sur la touche. Il reste avec Lee, tandis que Misty s'apprête à remettre Luke en cellule avant de partir. Luke lui fait comprendre que ce n'est pas nécessaire, et Misty décide de lui faire confiance. Dans le Bronx, Knight et plusieurs officiers arrivent devant un hangar, où elle aperçoit la victime. Couverte par ses hommes, elle se rend dans l'hangar et libère Colin, qui lui hurle alors qu'il s'agit d'un piège pour tuer Danny. C'est alors que le hangar explose.
Les agents de police appellent les secours et aperçoivent Colin, aider Misty à sortir, mais la policière est mal en point. Son bras a été arraché dans l'explosion. Colin lui fait les premiers soins, le temps que les secours arrivent. Au commissariat, Luke comprend en entendant Danny au téléphone qu'il est le patron de Rand et Mitchum Corporation. Il lui demande s'il savait pour les sales affaires de Mitchum, et Danny lui répond que Harold a tué ses parents et l'a laissé pour mort alors qu'il était encore un enfant. Cela ne l'étonne donc que peu. Luke lui raconte comment il s'est retrouvé piégé et contraint de participer à une expérience, et c'est alors qu'un officier informe Lee et Danny que Colin a été sauvé, et que Knight a été gravement blessé. Lee et Danny s'apprêtent à partir, et ce dernier se porte garant pour Luke, qui, inquiet, souhaite aller voir le lieutenant. À l'hôpital, celle-ci dort. Colin, quant à elle, est heureuse de revoir ses proches. Elle explique le piège tendu à Danny afin de s'en débarrasser. Celui-ci suppose qu'il doit y avoir quelque chose que veut Manfredi dans ses labos et décide de s'y rendre, avec Colin. Cage lui propose de venir avec lui car il a certains avantages. Danny accepte, même s'il sait qu'il pourrait bien se débrouiller tout seul. Lorsqu'ils arrivent à l'entreprise, les hommes de Manfredi canardent la voiture de Danny. Luke s'interpose alors, et Danny et Colin hallucinent à la vue de cet homme invulnérable. Luke s'empare des armes des hommes, et Colin et Danny les neutralisent, grâce à leur maîtrise des arts martiaux. Cage, voyant le regard de Danny, lui demande s'il n'a jamais vu un homme par balle. Alors que plusieurs hommes de main arrivent par l'escalier menant au labo, Danny concentre sa puissance dans son poing, et le frappe au sol, projetant leurs ennemis dans les airs. Luke est surpris, et Danny lui demande s'il n'avait jamais vu un Iron Fist. Le trio se rend au labo, et découvre un appareil en marche. Luke reconnaît l'engin l'ayant transformé. Plus primaire, mais le même. Silvermane en descend, et les trois alliés découvrent que celui-ci est plus jeune. Silvermane leur explique que la concurrence est rude à New York, même pour un parrain de son envergure. La main, le caïd, et même d'autres parrains de la magia, tous veulent l'écraser, et ce n'est pas un grabataire qui leur fera peur. Mitchum lui livrant déjà des armes, il a convaincu le Dr Bernstein de lui livrer les résultats de ses recherches sur le renforcement cellulaire en échange de fonds et de cobayes pour son travail. Danny lui demande pourquoi avoir fait tuer Mitchum, mais Silvermane n'y est pour rien. C'était la main, une organisation adverse, qui l'a fait tuer lorsqu'ils ont appris qu'il travaillait pour lui. Lassé d'attendre depuis des années, il a fini par ordonner à Bernstein de passer aux essais sur l'homme. Mais l'expérience s'est gâtée à cause de stupides gardiens qui ont détruit la machine. Il le sait car il assistait à la scène grâce à une caméra. Mais au final, l'expérience est un succès. Il a retrouvé sa forme d'antan et même plus. Luke se jette sur lui, mais Silvermane s'empare du fusil posé à côté de la machine et lui tire une grenade dessus. Le souffle de l'explosion le projetant en dehors du bâtiment. Cage tombe de plusieurs étages avant de s'écraser au sol. Danny et Colin se mettent à couvert alors que Manfredi les canarde. Rechargeant son arme, il est attaqué par Colin et celui-ci la cogne de toutes ses forces. Danny vient à sa rescousse et avec son poing d'acier enfonce Silvermane dans un mur avant qu'il ne retombe au sol. Luke, qui revient, est déçu de ne pas avoir pu coller une trempe à ce salopard. Silvermane sort une grenade de sa poche et la jette sur le groupe. Mais cette fois-ci, Luke l'attrape entre ses deux mains, qui retiennent l'explosion. Luke s'occupe alors de Manfredi, le temps que la police vienne l'embarquer. Le Shield vient s'emparer des travaux de Bernstein, et Danny, Colin et Luke retournent à l'hôpital, où le lieutenant Knight est revenu à elle. Le trio leur raconte leurs exploits, et Misty remercie Luke, qui lui demande s'il doit retourner tout seul au poste, ou s'il attend qu'elle le raccompagne. Misty lui annonce qu'elle n'y retournera pas. La police, c'est terminé pour elle. Elle fait alors comprendre à Luke qu'il est libre de recommencer une nouvelle vie. Quelques jours plus tard, Danny annonce la fermeture de Rand et Mitchum Corporation. Il va vendre les installations de l'entreprise et se servir de l'argent pour ouvrir plusieurs foyers pour jeunes dans New York. Misty, qui se repose chez elle, reçoit un colis de Stark International. Tony, ayant eu vent de son acte héroïque, lui a envoyé une prothèse high-tech pour compenser la perte de son bras afin de lui permettre de rester un modèle de courage et de sacrifice dont cette ville a besoin. Luke retrouve Matt Murdock et Franklin Nelson par l'intermédiaire de Danny et parvient à régulariser sa situation. Désormais reconnu libre, il choisit néanmoins de garder le nom de Luke Cage pour symboliser son nouveau départ dans la vie. Manfredi, en prison, voit son organisme mal réagir à l'expérience. Il rajeunit de plus en plus. Alors qu'il est transféré, son convoi est attaqué, le tuant instantanément. Les 4 partenaires se retrouvent chez Colin pour fêter leur victoire sur Manfredi. Danny les informe qu'il a bien réfléchi et que cette petite équipe pourrait faire de grandes choses. Luke lui répond qu'il doit surtout chercher du travail, et Misty pense la même chose, tandis que Colin propose d'allier les deux, qui gagnent leur vie en faisant de grandes choses.
Danny demande à Luke ce qu'il en pense, et celui-ci lui répond qu'ils pourraient effectivement devenir des héros à louer. It's time to fight back, that's what Huey said. 2 shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta